À Noël, maman s'est moquée de ma fille. Mais tu n'es pas ma petite fille. Va-t'en. Elle a pleuré, choquée. Je suis rentré à la maison, je l'ai serré fort dans mes bras puis j'ai envoyé un message. Occupe-toi de tous. Cette nuit-là, 29 appels manqués de maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. J'ai répondu avec une seule ligne. Mais tu ferais mieux de commencer à prier. Mon nom est Kimberly. J'ai 32 ans et rien au monde ne compte plus pour moi que ma belle-fille de 10 ans, Madison. Le Noël dernier, ma mère a regardé ma petite dans les yeux et lui a dit qu'elle n'était pas sa vraie petite fille et qu'elle devait partir. L'expression sur le visage de Madison, marquée par les larmes, a changé quelque chose en moi pour toujours. Ce qui s'est passé ensuite a appris à ma mère que quand tu t'attaques à ma fille, mieux vaut être prête pour la guerre. Si tu regardes ça, laisse un commentaire pour me dire d'où tu nous regardes. Appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour rejoindre notre communauté de survivants qui comprennent que parfois la famille qu'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. En grandissant, j'ai toujours imaginé qu'un jour je créerais la famille parfaite, du genre avec des dîners le dimanche, des traditions de Noël et de l'amour inconditionnel. La réalité s'est révélée très différente. Je suis devenu mère célibataire à 22 ans. Quand Madison est née, son père, un copain de fac appelé Jack, a disparu de nos vies avant même sa naissance. Il avait clairement dit que la paternité n'était pas dans ses plans, abandonnant ses droits parentaux sans hésiter. Dès la première fois où j'ai tenu Madison dans mes bras, j'ai su que nous irions bien. Juste nous deux, nous avons formé notre petite équipe incassable. Ces premières années ont été dures. J'étais au milieu de mes études de droit quand j'ai découvert que j'étais enceinte, et jonglé entre les cours, les stages et un nouveau-né a presque eu raison de moi. Mais abandonner n'était pas une option. Chaque nuit, après avoir couché Madison, j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux ne tiennent plus ouverts, porté par le café instantané et la détermination de donner à ma fille la vie qu'elle méritait. Mes parents, Barbara et Thomas, ne m'ont pas beaucoup soutenu quand je leur ai parlé pour la première fois de ma grossesse. Les mots exacts de ma mère résonnent encore dans mes oreilles. « Tu as gâché ta vie, Kimberly. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu prennes des décisions aussi irresponsables. » Mon père est resté silencieux à côté d'elle, sa déception visible dans ses yeux baissés, mais il n'a jamais contredit ma mère. Il ne le faisait jamais. Barbara avait toujours été autoritaire. En grandissant, rien de ce que je faisais n'était assez bien. Mon 18/20 était questionné, pourquoi pas 20/20 ? Mes trophées de football étaient montrés avec des remarques disant que j'aurais pu jouer mieux. Même mon admission à la faculté de droit avait été accueillie par « Oh bon, ce n'est pas Harvard, mais j'imagine que ça fera l'affaire. » Thomas, mon père, était l'éternel pacificateur, toujours à essayer d'adoucir les choses sans jamais vraiment aborder le problème. « Ta mère veut juste le meilleur pour toi », disait-il après qu'une critique particulièrement dure m'avait fait pleurer. Quand Madison est née, mes parents sont restés froids et distants. Ils ont envoyé un panier cadeau générique pour bébé, mais ils ne nous ont pas rendu visite pendant 3 mois. Avec le temps, à mesure que Madison devenait une petite fille adorable, il semblait un peu s'adoucir. Les visites sont devenues plus fréquentes, même si ma mère trouvait toujours un moyen de critiquer ma façon d'élever ma fille. Elle devrait déjà parler en phrases plus complètes, ou bien, tu la laisses vraiment porter des chaussettes dépareillées. Rien n'était jamais bien aux yeux de Barbara. Malgré les défis, j'ai obtenu mon diplôme de droit et décroché un poste dans un cabinet prestigieux, Williams & Morgan. Les horaires étaient brutaux, mais le salaire me permettait de subvenir aux besoins de Madison et même de nous acheter une petite mais confortable maison de ville dans un bon quartier scolaire. À mesure que ma carrière avançait, j'ai gagné une réputation d'avocate d'affaires redoutable, du genre que les clients demandaient spécialement quand de gros contrats étaient en jeu. Madison est devenue une enfant douce et réfléchie, avec les yeux marrons de son père et ma détermination obstinée. Elle brillait à l'école, surtout en arts et en sciences, et se faisait facilement des amis grâce à son cœur gentil et son rire rapide. Chaque jour avec elle me confirmait que, malgré les difficultés, j'avais fait le bon choix. Pendant l'année passée, ma relation avec mes parents semblait s'être améliorée. Barbara semblait faire des efforts réels pour s'impliquer davantage dans la vie de Madison. Elle est allée voir la pièce de théâtre scolaire de Madison et a même félicité sa prestation. Thomas avait commencé à emmener Madison pêcher, comme il l'avait fait avec moi quand j'étais enfant. Pour la première fois, j'ai osé espérer que peut-être nous pourrions construire une vraie relation familiale. Quand Barbara nous a invités à passer Noël chez elle cette année,
Madison était ravie. Un vrai Noël avec les grands-parents, comme mes amis, s'est-elle exclamée en sautant de joie. Son enthousiasme était contagieux et j'ai mis de côté mes doutes persistants. Peut-être que les gens pouvaient vraiment changer. Peut-être que Barbara nous avait enfin acceptés. Ma meilleure amie, Yasmine, n'en était pas convaincue. Un après-midi de novembre autour d'un café, pendant que Madison était à une sortie jeu, Yasmine m'a fait part de ses inquiétudes. « Mais Kim, je sais que tu veux que ça marche, mais ta mère a un passé. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, surtout quelqu'un d'aussi figé dans ses habitudes que Barbara. Là elle a été différente dernièrement, ai-je insisté en remuant mon latte. Tu aurais dû voir comment elle s'est comportée à la réunion parents-professeurs de Madison. Elle s'est présentée comme la fière grand-mère de Madison. » Yasmine a levé un sourcil. « Fais juste attention. Je ne veux pas que l'une de vous deux soit blessée. » « Bon, on ira bien, l'ai-je rassuré. Mais une petite part de moi se demandait si elle ne nous préparait pas à une déception. En décembre, le travail est devenu de plus en plus intense. Une grosse fusion d'entreprises sur laquelle je travaillais depuis des mois entrait dans une phase critique. Ma partenaire au cabinet, Alexandra Davis, m'a prévenu que nous pourrions avoir besoin de tout le personnel disponible pendant les fêtes si certains problèmes surgissaient. « Je sais que tu as des projets avec ta famille », a dit Alexandra, avec une voix compréhensive mais ferme. Mais Johnson Industries pourrait avoir besoin d'une attention immédiate si les régulateurs européens posent des problèmes. Tu dois rester joignable. J'ai accepté, mais j'ai précisé que je ne quitterai le temps en famille que pour une véritable urgence. Alexandra a compris et promis de respecter cette limite. Même ainsi, je sentais le poids habituel d'essayer d'équilibrer mes responsabilités professionnelles avec mon engagement envers Madison. L'univers m'avait lancé beaucoup de défis, mais voir Madison grandir et devenir une jeune fille compatissante et intelligente rendait chaque sacrifice digne d'être fait. À l'approche de Noël, je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, nous pourrions enfin avoir les vacances familiales dont Madison avait toujours rêvé. À l'approche de Noël, l'excitation de Madison a atteint son maximum. Chaque soir, après avoir fini ses devoirs, elle travaillait avec soin sur des cadeaux faits à la main pour ses grands-parents. Pour Thomas, elle fabriquait une boîte de pêche en bois peinte, décorée soigneusement avec de petits poissons détaillés. Pour Barbara, elle avait décidé de créer un album photo personnalisé rempli de photos de nous trois, avec de la place pour de futurs souvenirs familiaux. « Tu crois que mamie va aimer ?» a demandé Madison un soir, le front plissé de concentration en organisant les photos sur la table de la cuisine. « Elle va adorer, ma chérie, je l'ai rassurée. » Même si une petite voix en moi se demandait si Barbara allait vraiment apprécier l'effort que Madison mettait dans ce cadeau. 2 semaines avant Noël, Barbara a appelé pour discuter des préparatifs des fêtes. Ce qui avait commencé comme une simple conversation a vite révélé les premiers signaux d'alerte. « Nous aurons besoin de savoir ce que Madison portera », dit Barbara d'un ton faussement décontracté. « Je veux m'assurer qu'elle soit présentable pour les photos de famille. » « Elle a une belle robe en velours rouge avec un col blanc », ai-je répondu. « Nous l'avons achetée spécialement pour Noël. » La légère pause de Barbara en disait long. « Eh bien, j'espère que ce n'est pas trop enfantin. Elle arrive à un âge où elle devrait commencer à paraître plus présentable. Les filles d'Amanda sont toujours si élégantes. » Amanda, ma cousine est l'éternelle favorite de Barbara. En grandissant, Amanda ne pouvait rien faire de mal aux yeux de Barbara. Elle avait suivi le chemin parfait que Barbara approuvait, université prestigieuse, mariage avec un homme d'affaires prospère et 2 enfants parfaitement éduqués, nés dans ce mariage. Maintenant, à 40 ans, Amanda restait la référence dorée avec laquelle Barbara mesurait tout le monde. La robe de Madison est parfaitement appropriée pour une fille de 10 ans, dis-je fermement, refusant de laisser Barbara diminuer l'excitation de Noël de ma fille. « Si tu le dis, ma chérie. » Je voulais te dire qu'Amanda et sa famille se joindront à nous pour le dîner de Noël. N'est-ce pas merveilleux? Mon estomac s'est serré. C'était une nouvelle information. Le plan avait été une petite réunion familiale. Juste nous 4. Ajouter Amanda, son mari Greg et leurs enfants Charlotte et William changeaient soudain complètement la dynamique. « Mais tu n'as pas mentionné qu'il viendrait ?» dis-je prudemment. « Je ne l'ai pas fait ?» Ça a dû m'échapper. De toute façon, ce sera bien pour Madison de passer du temps avec ses cousins. Tu ne crois pas? Charlotte a maintenant 14 ans, une jeune fille si posée. Et William a 12 ans et prend déjà des cours avancés. Le sous-texte était clair.
Voici des exemples d'enfants, appropriés, que Madison devrait imiter. J'ai terminé l'appel avec un sentiment d'inquiétude, mais j'ai essayé de le mettre de côté comme si ce n'était que mon insécurité. Il s'agissait de donner à Madison un Noël spécial, pas de ma relation compliquée avec ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Thomas m'appelait rarement directement, laissant généralement Barbara gérer les communications familiales. « Et Kimberly » dit sa voix tendue. « Ah, comment allez-vous, toi et Madison ?» Nous avons bavardé de choses banales quelques minutes avant qu'il ne toussote, mal à l'aise. « Écoute, au sujet de Noël. » Commença-t-il puis fit une pause. « Ta mère, eh bien, elle agit un peu étrange ces derniers temps. Plus particulière que d'habitude. »« Que veux-tu dire, papa ?» ?»« Rien de précis. » Une autre longue pause. « Assure-toi juste d'arriver à l'heure. Tu sais comment elle devient quand les choses ne se passent pas comme prévu. » Quelque chose dans son ton suggérait qu'il y avait plus qu'il voulait dire, mais fidèle à son style, Thomas s'est retiré du conflit potentiel. « Papa, est-ce que tout va bien? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir avant qu'on vienne? »« Non, non, tout va bien. J'ai hâte de vous voir toutes les deux. Madison va adorer le cadeau que je lui ai acheté. » Après avoir raccroché, je suis resté à fixer mon téléphone, ce nœud familier d'anxiété se serrant dans ma poitrine. Des années d'expérience m'avaient appris à lire entre les lignes avec mon père. Quelque chose n'allait pas, mais comme toujours, Thomas ne l'affronterait pas directement. Au travail, la fusion de Johnson Industries devenait de plus en plus complexe. Alexandra m'a appelé dans son bureau 3 jours avant Noël. Les régulateurs européens ont soulevé des inquiétudes sur les implications anticoncurrentielles, expliqua-t-elle en me glissant un dossier sur son bureau. Nous pourrions avoir besoin de soumettre des documents supplémentaires, possiblement le jour de Noël, s'ils les exigent avant la fin du 26. À Alexandra, j'ai promis à Madison que je ne travaillerai pas à Noël. Je sais, et je ne te le demanderai pas si ce n'était pas crucial. Nous parlons d'un accord de 4 milliards de dollars qui pourrait s'effondrer si nous n'abordons pas ces préoccupations immédiatement. Tu pourrais au moins rester de garde. Si rien ne se passe, parfait. Mais si quelque chose arrive. J'ai accepté à contre-cœur. 8 ans dans le cabinet m'avaient appris que certaines crises ne pouvaient pas être repoussées, même pour Noël. Ce soir-là, Madison mettait la touche finale à l'album photo pour Barbara quand mon téléphone a sonné de nouveau. C'était Barbara. « Et Kimberly, je voulais juste confirmer que toi et Madison arriverez au plus tard à 10h le jour de Noël. Amanda et sa famille arriveront à 11h et je veux avoir un peu de temps rien qu'avec nous avant leur arrivée. Nous serons là, maman, ai-je promis. Et s'il te plaît, assure-toi que Madison comprenne que le dîner de Noël est une occasion formelle. Charlotte et William savent comment se comporter à table et j'attends la même chose de Madison. » La critique était à peine voilée, mais j'ai mordu ma langue pour ne pas répondre. Madison a d'excellentes manières, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Eh bien, la dernière fois qu'elle nous a rendu visite, elle a mis les coudes sur la table et a interrompu ton père 2 fois. Juste un petit rappel amical. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Madison qui me regardait avec des yeux inquiets. « Est-ce que mamie est fâchée contre moi ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr que non, ma chérie. Elle est juste un peu stressée par les fêtes. C'est tout. Elle veut que tout soit parfait. » Madison hocha la tête, mais la légère chute de ses épaules m'a dit qu'elle avait perçu l'attention. Les enfants sont perceptifs de cette façon, souvent capables de sentir les tensions cachées que les adultes pensent dissimuler. 2 jours avant Noël, Yasmine est venue déposer des cadeaux pour Madison et pour moi. Après que Madison lui a montré avec excitation les cadeaux qu'elle avait faits pour ses grands-parents, Yasmine m'a prise à part. L'offre tient toujours, tu sais, dit-elle à voix basse. Si les choses deviennent tendues chez tes parents, toi et Madison pouvez venir chez moi. Je vais juste avoir quelques amis pour un dîner simple. Ça ira, ai-je insisté, mais avec moins de conviction qu'avant. Maman essaie à sa façon. Yasmine m'a serré le bras. Rappelle-toi juste que tu as des options et garde ton téléphone allumé. Quand arriva le réveillon de Noël, Madison débordait d'excitation. Nous avons fait des biscuits, regardé des films de Noël et elle a emballé soigneusement les cadeaux de ses grands-parents, ajoutant des étiquettes dessinées à la main. Demain, ça va être le meilleur Noël de ma vie, déclara Madison pendant que je l'abordais ce soir-là. J'ai hâte de donner leurs cadeaux à mamie et papy. En regardant son visage plein d'espoir,
j'ai prié en silence pour que ce Noël soit à la hauteur de ses attentes. Je ne savais pas encore que ces fêtes seraient, en effet, inoubliables, mais pour toutes les mauvaises raisons. Le matin de Noël s'est levé frais et clair, avec juste assez de neige fraîche pour créer cette scène festive parfaite. Madison a fait irruption dans ma chambre à 6h30, sautant sur mon lit avec une excitation incontrôlable. « Maman, réveille-toi. C'est Noël. » Nous avions notre propre petite tradition avant d'aller chez mes parents. Encore en pyjama, nous avons ouvert les cadeaux que nous avions l'une pour l'autre sous notre petit sapin modeste. Madison a crié de joie devant le kit d'art et le kit de sciences pour lesquels j'avais économisé, ainsi que les billets pour le musée d'histoire naturelle qu'elle voulait visiter. « C'est le meilleur Noël de ma vie », déclara-t-elle en me serrant fort le cou. Le cadeau qu'elle m'a offert m'a fait pleurer. C'était un bracelet fait main avec de petites perles en argile qu'elle avait peintes elle-même, chacune représentant un souvenir spécial que nous partagions. « Je l'ai fait au club d'art », expliqua-t-elle fièrement. « Mademoiselle Peterson m'a aidé à cuire les perles au four. La bleue est pour quand nous sommes allés à la plage l'été dernier, la verte pour notre voyage de randonnée, et la jaune pour... » Elle continua à décrire la signification de chaque perle. Je l'ai mise tout de suite, promettant de ne jamais l'enlever. Après le petit déjeuner, nous nous sommes habillés pour la journée chez mes parents. Madison tournoyait dans sa robe en velours rouge, avec ses cheveux coiffés en boucles soignées qui, je le savais, tomberaient probablement au fil de la journée. « Est-ce que je suis jolie pour mamie ?» demanda-t-elle soudain, nerveuse. « Tu es magnifique, ma chérie », l'ai-je rassuré en ajustant son col blanc. « Absolument parfaite. » J'ai choisi une robe bleu marine simple mais élégante, assez professionnelle pour aller directement au bureau si l'appel d'urgence redouté arrivait, mais assez festive pour le dîner de Noël. Au moment où nous étions sur le point de partir, mon téléphone a vibré avec un message d'Alexandra. « Tout est calme pour l'instant. Profite de ton Noël. On t'avertira si quelque chose change. » Soulagé, j'ai guidé Madison vers la voiture, les bras chargés de cadeaux soigneusement emballés et d'une tarte aux pommes maison pour le dessert. Pendant le trajet de 45 minutes jusqu'à la maison de mes parents en banlieue, Madison bavardait avec excitation sur ce que pourraient être ses cousins et si ses grands-parents aimeraient ses cadeaux. Charlotte a 4 ans de plus que moi, calcula-t-elle à voix haute. Tu crois qu'elle voudra jouer avec moi? Et William a 12 ans. Ça ne fait que 2 ans de plus. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'amusant à faire ensemble, dis-je. Même si, en privé, j'en doutais. Les enfants d'Amanda m'avaient toujours semblé anormalement formels pour leur âge, reflet du style d'éducation rigide de leur mère. Les rues du quartier chic de mes parents étaient bordées de décorations de Noël élaborées. Barbara avait toujours été compétitive avec l'apparence de sa maison et cette année ne faisait pas exception. Sa maison de style colonial était impeccablement décorée avec des lumières blanches classiques qui soulignaient chaque détail architectural, une couronne professionnelle sur la porte et de jolies rangées de poinsettias menant à l'allée. Thomas ouvrit la porte, son visage s'illuminant d'un sourire sincère en voyant Madison. « Voilà ma compagne de pêche », s'exclama-t-il en se baissant pour accepter son étreinte enthousiaste. « Papy, je t'ai fait quelque chose de spécial », balbutia Madison, impatiente de révéler son cadeau. « Garde-le pour quand on ouvrira les cadeaux », lui rappelai-je doucement en entrant et en serrant mon père dans mes bras. La maison sentait merveilleusement la dinde rôtie et le pain, et pendant un moment, je me suis permis d'espérer que peut-être ce Noël serait différent. Peut-être que Barbara avait vraiment changé. Cet espoir s'est un peu affaibli quand ma mère est apparue de la cuisine, vêtue d'un pull de fête impeccable et d'un pantalon parfaitement repassé, sans un cheveu déplacé malgré toute une matinée à cuisiner. « Vous voilà », dit-elle en regardant subtilement sa montre. Juste à l'heure. Elle se pencha pour accepter l'accolade de Madison, mais je remarquai qu'elle fut brève, lui tapotant le dos au lieu de la serrer complètement dans ses bras. En se redressant, ses yeux évaluèrent l'apparence de Madison avec ce regard critique si familier. « La robe est très voyante », commenta-t-elle. « Mais tes cheveux sont jolis. C'est ta mère qui t'a fait ces boucles ? » « Oui, mamie. Maman a pris du temps en plus pour les faire spécialement aujourd'hui. » Barbara hocha la tête. « Bien, entrez comme il faut. Ne restez pas dans l'entrée. Thomas, prends leur manteau. » L'heure suivante se déroula plutôt agréablement. Thomas montra à Madison le sapin de Noël et la décoration spéciale qu'il avait trouvée pour qu'elle l'ajoute. Barbara resta dans la cuisine, refusant mes propositions d'aide avec un sourire tendu et assurant qu'elle avait tout sous contrôle. Exactement à 11 heures, la sonnette retentit, annonçant l'arrivée d'Amanda.
Dès qu'ils entrèrent, la dynamique de la journée changea. Amanda entra avec une élégance travaillée, embrassant les joues de ma mère et lui offrant une bouteille de vin au look coûteux. « Barbara, la maison est absolument divine, dit-elle avec effusion. Tu t'es surpassée cette année. » Derrière elle venait son mari Greg, grand et distingué dans son pull et son pantalon sur mesure, suivi de leurs enfants, Charlotte et William. Charlotte, à 14 ans, se comportait déjà avec la grâce d'une jeune adulte, sa tenue parfaitement coordonnée et ses cheveux blonds lisses tombant doucement sur son dos. William, un peu maladroit à 12 ans, gardait cependant la posture parfaite inculquée aux deux enfants dès leur plus jeune âge. Et Kimberly, quel bonheur de te voir après si longtemps, me salua Amanda avec ce même baiser dans l'air. Les voici Madison. Comme tu as grandi. Madison, soudain timide, s'accrocha à mon côté et salua d'une petite voix. Charlotte, William, voici votre cousine au second degré, Madison, présenta Amanda. Pourquoi ne lui montrez-vous pas la salle de jeu à l'étage? Charlotte jeta à Madison un regard à peine intéressé. Viens, dit-elle, son ton laissant entendre que c'était une corvée plus qu'un plaisir. Quand les enfants disparurent à l'étage, tout le comportement de Barbara se transforma. Elle emmena Amanda dans le salon, bavardant joyeusement de personnes dont je me souvenais à peine des réunions familiales d'il y a des années. Greg et Thomas se plongèrent dans une conversation sur le golf tandis que je me retrouvais assise maladroitement en marge, pas vraiment incluse. Barbara servit de raffiné amuse-bouche dans sa plus belle porcelaine, s'inquiétant des préférences et restrictions alimentaires d'Amanda. J'ai préparé ces canapés au concombre spécialement pour toi, Amanda. Je me souviens que maintenant tu évites le gluten. Quand je pris un canapé, les yeux de Barbara se posèrent brièvement sur moi. Attention à ça, Kimberly. Tu sais comme tu luttes avec ton poids depuis Madison. Avant que je puisse répondre à cette pique inutile, mon téléphone vibra dans mon sac. M'excusant, je regardai l'écran et vis le nom d'Alexandra clignoter. Je suis vraiment désolé, disait son message. Les régulateurs européens viennent d'envoyer un avis urgent. Nous avons besoin d'une réponse immédiate pour sauver l'accord. Peux-tu te connecter dès que possible? Mon cœur se serra. De tous les jours, il fallait que ça tombe à Noël. J'ai appelé Alexandra immédiatement, sortant dans le couloir pour avoir de la confidentialité. C'est grave, confirma-t-elle en répondant. Ils menacent de bloquer toute la fusion à moins qu'on ne règle leurs inquiétudes d'ici la fin de leur journée, ce qui nous donne environ 4 heures. Personne d'autre ne peut s'en occuper, demandai-je désespéré. Tu es la seule qui comprenne toutes les complexités de cet accord. J'ai essayé de joindre Martin, mais il est injoignable pendant ses vacances au ski. Kimberly, je ne te le demanderai pas si ce n'était pas absolument crucial. J'ai fermé les yeux, sachant que je n'avais pas le choix. Cet accord représentait des mois de travail et était vital pour le cabinet. Combien de temps penses-tu que ça prendra? 2 heures, peut-être 3 si des complications surgissent. Je suis tellement désolé de te faire ça à Noël. D'accord, soupirai-je. Laisse-moi m'arranger pour Madison. Je suis revenu dans le salon, où Barbara montrait à Amanda son nouveau buffet en porcelaine. Thomas leva les yeux, intrigué, quand j'entrai. J'ai une urgence de travail, expliquai-je. Un accord important pourrait s'effondrer si je ne le gère pas tout de suite. Les lèvres de Barbara se pincèrent avec désapprobation. Le jour de Noël? Sérieusement, Kimberly? Je suis désolé, c'est inévitable. Ça ne devrait prendre que quelques heures. Est-ce que Madison peut rester ici? Je reviendrai dès que possible. Thomas hocha immédiatement la tête. Bien sûr, elle peut rester. Nous nous en occuperons bien. Barbara paraissait moins enthousiaste, mais hocha la tête d'un air raide. Et j'imagine que nous pouvons nous en charger, même si c'est assez contraignant avec tous les préparatifs du dîner. Je ne le demanderai pas si ce n'était pas une urgence, dis-je en essayant de ne pas laisser la dureté monter dans ma voix. Je dois le dire à Madison. J'ai trouvé les enfants dans la salle de jeu. Même, salle de jeu, était un terme impropre, c'était plutôt un salon formel avec un échiquier et quelques jeux de société classiques. Charlotte faisait défiler son téléphone sur un canapé, tandis que William lisait un livre. Madison était assise seule près de la table d'échecs, essayant clairement de ne pas gêner. Madison, ma chérie, je peux te parler 1 minute? Je l'ai emmenée dans le couloir et je me suis accroupi à sa hauteur. Chérie, j'ai une urgence de travail. Je dois aller m'en occuper,
mais je reviendrai dès que je pourrai. Son visage s'est attristé, mais elle a hoché la tête avec courage. C'est le grand accord sur lequel tu travailles? Oui, c'est ça. Je suis vraiment désolé. J'avais promis qu'on passerait toute la journée ensemble. Ce n'est pas grave, maman. Je sais que ton travail est important. Je les serrai fort. Tu es l'enfant la plus compréhensive du monde, tu sais ça? Je reviendrai avant le dîner. Je te le promets. Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, appelle-moi tout de suite. Madison a hoché la tête. Son visage courageux ne cachait pas totalement sa déception. Ça ira. Peut-être que mamie me laissera aider en cuisine. Je suis redescendu pour prendre mes affaires. Barbara m'a suivi jusqu'à l'entrée. Sa voix basse. Franchement, Kimberly, laissez ta fille à Noël pour travailler. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Je me suis mordu la langue pour ne pas répliquer sèchement. Je reviendrai dès que possible. S'il te plaît, assure-toi que Madison se sente incluse pendant mon absence. Le sourire de Barbara n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, nous prendrons bien soin de Madison. Ne t'inquiète de rien. En m'éloignant en voiture, je n'arrivais pas à chasser ce malaise au creux de l'estomac. Mais quelle autre option avais-je? C'était mon travail, ma carrière, ce qui faisait vivre Madison et moi. Quelques heures, me dis-je, je reviendrai dans quelques heures et nous aurons quand même le dîner de Noël ensemble. Je n'avais aucune idée que, dans ces quelques heures, tout allait changer. Je suis allé directement au bureau, reconnaissante qu'il ne soit qu'à 20 minutes de la maison de mes parents. Le bâtiment était étrangement silencieux le jour de Noël, avec seulement un service de sécurité réduit qui me salua d'un signe de tête pendant que je filais vers les ascenseurs. Alexandra m'attendait dans la salle de conférence, entourée de piles de documents et son ordinateur portable ouvert sur un appel vidéo avec nos collègues de Londres. Merci d'être venu, dit-elle, soulagée. La Commission européenne vient d'envoyer ses préoccupations. Nous devons répondre point par point méthodiquement et envoyer notre réponse avant la fermeture de leur bureau. Je me suis plongé dans le travail, repoussant les pensées de Madison et du dîner de Noël que je manquais. C'était la réalité d'être une mère célibataire avec une carrière exigeante, parfois, il faut faire des choix impossibles. Le travail était complexe et demandait une concentration intense, en analysant de possibles problèmes anticoncurrentiels et en rédigeant des réponses soigneuses qui satisfassent les régulateurs sans compromettre les objectifs commerciaux de notre client. Pendant la première heure, j'ai reçu des nouvelles régulières par message de Madison. Charlotte ne veut jouer à aucun jeu avec moi, disait un message. Mamie a dit que ma robe est trop enfantine pour le dîner, disait un autre. Puis, mamie montre à Charlotte et William leur cadeau en avance. Elle a dit que le mien n'est pas encore prêt. J'ai répondu avec des messages encourageants, promettant que je rentrerai bientôt, mais quand la deuxième heure s'est changée en troisième, les messages sont devenus moins fréquents. Mon dernier message demandant si elle allait bien n'a reçu qu'un bref « Je vais bien » en réponse, ce qui n'était pas du tout dans les habitudes de Madison. Au moment où nous finalisions notre réponse au régulateur, mon téléphone a sonné. C'était Yasmine. « Et Kim, est-ce que tout va bien avec Madison ?» demanda sa voix inquiète. J'ai dû venir au bureau pour une urgence. Elle est chez mes parents. Pourquoi? Là, elle vient de m'envoyer un message disant qu'elle aimerait pouvoir venir chez moi. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a arrêté de répondre. Ça m'a paru étrange. Un frisson m'a traversé. Madison avait le numéro de Yasmine pour les urgences, mais ne l'utilisait jamais à moins que je ne lui dise spécifiquement de la contacter. J'ai presque fini ici. Je reviens tout de suite pour voir comment elle va. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, répondit Yasmine. Je suis sérieuse pour que vous veniez toutes les deux si nécessaire. Dès que nous avons envoyé la réponse réglementaire, j'ai ramassé mes affaires et je suis parti en courant, ignorant la suggestion d'Alexandra d'attendre un premier retour. Le trajet de retour vers la maison de mes parents m'a semblé interminable, même si je dépassais la limite de vitesse tout du long. Quand je suis enfin arrivé, j'ai été surprise de voir les lumières de la salle à manger allumées. En regardant ma montre, j'ai senti mon cœur se serrer, il était déjà 17h30. Ils avaient commencé le dîner de Noël sans m'attendre. Je suis entré avec ma vieille clé, en lançant un salut à voix haute depuis le vestibule. Personne n'a répondu. Guidé par le bruit des conversations et des couverts, je me suis dirigé vers la salle à manger, où j'ai découvert une scène qui m'a glacé. Mes parents,
Amanda et sa famille étaient tous assis autour de la table élégamment dressée, la dinde de Noël tranchée et le dîner bien entamé. Il y avait 6 couverts. Aucun couvert n'avait été mis ni pour Madison ni pour moi. Et Kimberly, dit ma mère en interrompant à peine sa conversation. Tu as enfin décidé de nous rejoindre. Où est Madison? Demandai-je en regardant autour de la pièce. Un moment de silence gêné suivit. Thomas fixait son assiette, tandis qu'Amanda et Greg échangeaient des regards. Elle ne se sentait pas bien, dit Barbara avec dédain. Là elle se repose dans la chambre d'amis à l'étage. Quelque chose dans son ton a déclenché toutes mes alarmes. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai grimpé les escaliers en courant. La porte de la chambre d'amis était fermée. J'ai frappé doucement. Madison, chérie, c'est maman. Un petit sanglot étouffé est venu de l'intérieur. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Madison recroquevillée sur le lit. Sa belle robe de Noël était froissée, son visage marqué par des larmes sèches. Quand elle m'a vu, de nouvelles larmes ont jailli de ses yeux. Maman, murmura-t-elle en se jetant dans mes bras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je en la serrant fort, le cœur battant de peur et de colère. Pourquoi n'es-tu pas au dîner? Entre 2 sanglots, Madison m'a tout raconté. Après mon départ, Barbara était devenue de plus en plus froide avec elle. Quand les enfants d'Amanda ont eu la permission d'ouvrir un cadeau en avance, Madison a demandé si elle pouvait, elle aussi, en ouvrir un. Mamie m'a regardé bizarrement et Madison avala ses larmes. Elle a dit qu'il n'y avait pas de cadeau pour moi parce que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Elle a dit que je n'étais pas sa vraie petite fille parce que tu m'as eu sans être mariée. La voix de Madison s'est brisée. Elle m'a dit, tu n'es pas ma petite fille. En vrai, tu n'as pas ta place ici. Va-t'en. Puis elle m'a fait monter ici toute seule. Chaque mot était comme un coup physique. Madison a continué en expliquant comment Barbara avait dit que j'étais une moins que rien pour être tombée enceinte hors mariage. Que les enfants d'Amanda, eux, étaient des petits-enfants appropriés d'une famille respectable. Que Thomas avait tout vu, mais n'avait rien dit pour la défendre. Papy avait juste l'air triste, mais il n'a rien dit, chuchota Madison. Ensuite, ils sont tous descendus dîner et m'ont laissé ici. Charlotte est montée une fois pour chercher quelque chose et m'a vu pleurer. Elle a simplement refermé la porte. Est-ce qu'on t'a apporté à manger? Demandai-je, luttant pour garder une voix posée. Madison secoua la tête. Mamie a dit que je pourrais manger quand j'apprendrais de bonnes manières. Quelque chose s'est brisé en moi. La retenue soigneuse que j'avais gardée pendant des années face à la cruauté subtile de ma mère s'est évaporée. Personne, absolument personne, ne traitait ma fille de cette façon. Madison, prends ton manteau, dis-je d'une voix glaciale. On s'en va. Mais, et mes cadeaux pour mamie et papy, demanda-t-elle, son inquiétude innocente me brisant encore le cœur. On les prend avec nous. Ils ne les méritent pas. J'ai aidé Madison à ramasser ses affaires, y compris les cadeaux faits à la main sur lesquels elle avait travaillé avec tant d'amour. Pendant que nous nous préparions à partir, j'ai eu une idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai demandé à Madison de me raconter encore une fois exactement ce qui s'était passé, en enregistrant son récit. Sa voix claire, tremblante et en pleurs, décrivant la cruauté de Barbara, serait une preuve que personne ne pourrait nier ou déformer plus tard. Enregistrant sauvegardé, j'ai pris fermement la main de Madison. Reste près de moi, lui ai-je dit. Nous allons dire au revoir. L'acier dans ma voix dut la marquer, car elle hocha la tête sérieusement, serrant ma main très fort. Ensemble, nous sommes descendus les escaliers vers la salle à manger. La conversation à table s'interrompit brutalement quand Madison et moi sommes entrés dans le salon. 6 pères d'yeux se tournèrent vers nous, allant de la culpabilité gênée de mon père à la désapprobation irritée de ma mère, en passant par la présomption à peine dissimulée d'Amanda. Et Kimberly, vraiment? Commença Barbara en reposant sa fourchette. Madison devait rester en haut jusqu'à ce qu'elle apprenne à se comporter correctement. Se comporter correctement, répétai-je, ma voix dangereusement calme. Qu'a fait exactement ma fille de 10 ans d'inapproprié, mère? Les yeux de Barbara se plissèrent. Là elle a été irrespectueuse. Et franchement, nous passions un délicieux dîner de famille. Un dîner de famille, répétai-je en regardant délibérément la table dressée pour 6, sans place pour Madison ni pour moi. Jolie définition de la famille que tu as là.
Thomas se tortilla, mal à l'aise. Et Kimberly, peut-être devrions-nous en parler plus tard. Non, papa. On va en parler maintenant. Je gardai fermement la main de Madison dans la mienne, puisai de la force dans sa présence. Madison m'a raconté ce qui s'est passé. Ce que tu lui as dit, mère. Le visage de Barbara se durcit. Je lui ai simplement dit la vérité. Une vérité dont tu l'as visiblement protégée. La vérité? Ma voix resta ferme malgré la rage qui montait en moi. Tu as dit à une fillette de 10 ans qu'elle n'était pas ta petite fille et qu'elle devait partir. Tu as traité sa mère, ta fille, de déchet. Tu l'as laissée pleurer seule dans une chambre pendant que tu t'asseyais au dîner de Noël. Ça, ce n'est pas la vérité. C'est de la cruauté. Ne sois pas si dramatique, se moqua Barbara. Les enfants doivent comprendre leur place dans le monde. Les enfants d'Amanda savent exactement qui ils sont et comment se comporter correctement. Amanda choisit ce moment pour intervenir. Barbara essaie seulement de maintenir certains standards, Kimberly. Les valeurs familiales sont importantes. Les valeurs familiales, ricanai-je sans joie. Mais est-ce que c'est une valeur familiale que de rejeter un enfant, l'humilier, le laisser pleurer et affamer le jour de Noël? Charlotte et William fixaient leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Greg aurait voulu être ailleurs. Seule Amanda gardait cette expression hautaine si semblable à celle de ma mère. J'ai enregistré le récit de Madison de ce qui s'est passé, dis-je en levant mon téléphone. Chaque mot de ce que tu lui as dit, mère. Chaque mot cruel et impitoyable. Le visage de Barbara perdit ses couleurs. Tu n'oserais pas utiliser ça contre moi. Contre toi? Il ne s'agit pas de t'attaquer. Il s'agit de protéger ma fille. Quelque chose que j'aurais dû faire plus fermement il y a des années. Thomas trouva enfin sa voix. Barbara, tu as dépassé les bornes. C'est juste une enfant. Reste en dehors de ça, Thomas, cracha Barbara. Tu n'as jamais eu le courage d'imposer un comportement correct. Un comportement correct, répétai-je, incrédule. Et ton comportement, alors? Quelle sorte de grand-mère dit à une petite fille qu'elle n'appartient pas à la famille? Quelle sorte de mère appelle sa propre fille un déchet? Barbara se leva, sa serviette tombant au sol. Je ne permettrai pas qu'on me parle ainsi dans ma propre maison. Tu as toujours été difficile, Kimberly, toujours à contester, toujours à défier. Et regarde où ça t'a mené, une enfant sans père, luttant pour maintenir une façade de respectabilité. Lutter? Je haussai un sourcil. Je suis une avocate prospère dans l'un des meilleurs cabinets de la ville. Je possède ma maison. Je fournis tout ce dont ma fille a besoin. La seule chose avec laquelle j'ai lutté, c'est à croire que ma propre mère pourrait un jour nous accepter et nous aimer vraiment. L'amour se mérite par une bonne conduite, insista Barbara. Non, mère. L'amour se donne librement, surtout aux enfants. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris. Amanda tout sauta. Peut-être que nous devrions tous nous calmer. Les enfants n'ont pas besoin d'assister à cette scène désagréable. Les enfants? Je me tournai vers elle. Tes enfants se sont assis à table en sachant que leur cousine pleurait à l'étage. Charlotte l'a vu et n'a rien fait. Ils apprennent le même comportement impitoyable que toi et ma mère. Voilà la vraie tragédie. Thomas se leva. Et Kimberly, s'il te plaît. C'est Noël. Ne pouvons-nous pas essayer de sauver la journée? Sauver? J'ai secoué la tête, incrédule. Papa, tu es resté là à laisser ta femme dire à ta petite fille qu'elle n'était pas de la famille. Tu l'as vue pleurer et tu n'as rien dit. Il n'y a rien à sauver ici. Barbara tenta de reprendre le contrôle. Tu exagères comme toujours, Kimberly. Madison doit comprendre l'importance de la structure et de la tradition familiale. La structure familiale? Je sentis la main de Madison serrer la mienne. Laisse-moi te dire quelque chose sur la famille, mère. Il ne s'agit pas de ceux qui partagent ton sang ou suivent tes règles. Il s'agit de ceux qui t'aiment inconditionnellement et ça, tu n'y connais rien. Je me tournai vers Madison, qui observait la scène les yeux écarquillés. Chérie, veux-tu dire quelque chose avant qu'on parte? Madison regarda autour de la table, son jeune visage montrant une maturité au-delà de son âge. J'ai travaillé très dur sur vos cadeaux de Noël, dit-elle doucement. Je pensais que vous vouliez que je sois votre petite fille.
désolé de ne pas avoir été assez bien. La dignité simple de ces mots frappa plus fort que n'importe quelle tirade enflammée. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. Même Charlotte semblait honteuse. Barbara, cependant, resta de marbre. Une manipulation émotionnelle. Elle apprend clairement de toi. Ce fut la goutte de trop. On s'en va, annonçai-je. Madison, dis au revoir à ton grand-père. Madison hésita, puis s'approcha de Thomas. Au revoir, papy. J'ai encore ta boîte de leurre de pêche si tu la veux. Thomas s'agenouilla, les larmes coulant librement sur son visage. Je suis tellement désolé, Madison. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Il me regarda, des décennies de regrets dans les yeux. Mais Kimberly, j'aurais dû vous défendre toutes les deux. Oui, tu aurais dû, répondis-je sans pitié, mais maintenant il est trop tard. Barbara tenta une dernière manœuvre. Si tu franchis cette porte, Kimberly, ne t'attends pas à être accueillie de nouveau. Je ne tolérerai pas un tel manque de respect. Je me tournai vers elle, des années de colère réprimée enfin libérées. Voilà la différence entre nous, mère. Moi, je ne rejette pas ma famille parce qu'elle ne correspond pas à mes standards impossibles. Mais je protégerai ma fille de quiconque essaie de lui faire du mal, même si cette personne est sa grand-mère. Je sortis mon téléphone de mon sac, le tenant de façon à ce que Barbara voie l'icône d'enregistrement. J'ai tout le récit de Madison ici. Chaque mot que tu lui as dit. Chaque mot cruel et impitoyable. Le visage de Barbara pâlit légèrement. Tu n'oserais pas utiliser ça contre moi. Ce n'est pas une question d'être contre toi. C'est une question de protéger ma fille, ce que j'aurais dû faire avec plus de force depuis des années. Je rangeai le téléphone. Madison et moi, nous partons maintenant. Ne tentez pas de nous contacter. Alors que nous nous retournions pour partir, Amanda tenta une dernière intervention. Et Kimberly, tu es ridicule. Barbara essayait seulement de maintenir certains standards. Les valeurs familiales sont importantes. Je la regardais avec pitié plutôt qu'avec colère. La seule valeur familiale qui compte, c'est l'amour, Amanda. Quelque chose que, j'espère, tes enfants apprendront ailleurs que de toi. Sur ce, je pris la main de Madison et je sortis, laissant derrière moi les restes brisés de ce que j'avais bêtement espéré être un vrai Noël en famille. En montant dans la voiture, Madison me regarda les yeux pleins de larmes. On est toujours une famille, maman. Juste nous deux. Je la tirai dans une étreinte farouche. Nous sommes le meilleur type de famille, ma chérie, une famille construite sur l'amour, et rien ne changera jamais ça. En nous éloignant de la maison de mes parents, je fis une promesse silencieuse et inébranlable, Barbara n'aurait plus jamais l'occasion de faire du mal à Madison, et elle apprendrait exactement ce qui arrive quand on s'en prend à ma fille. Au lieu de rentrer chez nous, j'emmenai Madison directement chez Yasmine. Je lui avais envoyé un court message pendant que nous prenions nos manteaux, et elle nous attendait à la porte quand nous sommes arrivés. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle en voyant le visage de Madison marqué de larmes et mon expression furieuse. « On peut entrer ?» demandai-je, la voix encore tendue par la colère contenue. « Je t'expliquerai tout. » Yasmine nous fit entrer aussitôt, enveloppant Madison d'une étreinte chaleureuse. « Bien sûr que vous pouvez. J'ai beaucoup de nourriture, et il y a d'autres enfants ici qui seraient ravis de jouer avec toi, Madison. » Pendant que Madison était présentée au neveu et à la nièce de Yasmine et se joignait à leur jeu de société, j'emmenai Yasmine à part et lui racontai tout ce qui s'était passé. Au fil de mon récit, son expression passa de la surprise à l'indignation. « Cette sorcière malfaisante » murmura-t-elle. J'ai toujours su que Barbara était froide, mais là, elle dépasse toutes les limites. J'ai enregistré Madison expliquant ce qui s'est passé, dis-je en sortant mon téléphone. Je voulais des preuves au cas où ma mère tenterait de retourner la situation plus tard. Malin, acquiesça Yasmine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était la question. L'adrénaline de la confrontation retombait, me laissant face à la réalité pratique de la suite. Madison était blessée et humiliée. Ma relation avec mes parents était brisée, sans espoir de réparation. Et sous ma colère se trouvait une profonde et douloureuse tristesse pour ce qui aurait pu être. D'abord, je vais m'assurer que Madison sache que rien de tout ça n'est de sa faute, dis-je fermement. Ensuite, je veillerai à ce que ma mère n'ait plus jamais l'occasion de lui faire du mal. Yasmine me serra la main. Vous pouvez toutes les deux rester ici ce soir.
La chambre d'amis est déjà prête. Merci, répondis-je avec gratitude. J'ai besoin de passer quelques coups de fil d'abord. J'entrai dans le bureau de Yasmine et appelai David Harrington, un collègue de mon cabinet spécialisé en droit de la famille. Bien que ce fût la nuit de Noël, David répondit, et je lui expliquai la situation de manière concise. C'est de l'abus émotionnel, Kimberly, dit-il d'une voix grave. Si tu veux demander des restrictions formelles pour empêcher ta mère d'avoir accès à Madison, on peut documenter cet incident comme preuve. Je ne pense pas aller jusqu'à une action judiciaire, répondis-je, mais je veux être prête. On peut se voir la semaine prochaine pour examiner les options? Après avoir fixé un rendez-vous, je fis un autre appel à Alexandra, lui expliquant brièvement ce qui s'était passé et demandant les 2 jours suivants de congé pour être avec Madison. Choquée par mon récit, Alexandra accepta aussitôt. Prends tout le temps nécessaire, insista-t-elle. La famille passe d'abord, et Kimberly, tu as bien fait de sortir Madison de là. En sortant du bureau, je trouvai Madison en train de rire avec la nièce de Yasmine en décorant des biscuits de Noël. Voir son sourire, si résilié après tant de cruauté, me remplit de fierté et d'une détermination renouvelée. Ce soir-là, après que Madison se fut endormie dans la chambre d'amis de Yasmine, je rédigeai un email soigneusement formulé aux membres clés du cercle social de mes parents, dont les membres du conseil de la fondation caritative où Barbara était présidente. Je ne partageai ni l'enregistrement ni de détails explicites, mais je fis clairement savoir que Barbara avait rejeté Madison comme sa petite fille et avait tenu des propos blessants et inappropriés sur sa naissance. Je contactai aussi mon père séparément, écrivant. « Papa, je suis déçu et le cœur brisé par ton incapacité à protéger Madison aujourd'hui. Elle méritait mieux de nous deux. Même si je ne peux pas t'obliger à être le grand-père qu'elle mérite, sache que toute relation future avec elle se fera entièrement à mes conditions, avec des limites strictes pour garantir sa sécurité émotionnelle. » Au matin, mon téléphone était inondé de notifications. Barbara avait appelé 29 fois pendant la nuit, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Et Kimberly, répond au téléphone. Nous devons discuter de ce qui s'est passé. C'est ridicule. Tu exagères comme d'habitude. Tu te rends compte de l'image que ça donne? Amanda et sa famille ont été horrifiés par ton comportement. Et vers 3 heures du matin. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Rappelle-moi immédiatement. Je n'en ai répondu aucun. Je me suis concentré à offrir à Madison une journée joyeuse après le désastre de Noël. Yasmine avait arrangé que son neveu et sa nièce restent un jour de plus, et les 3 enfants se sont vite liés en jouant et en regardant des films. Voir Madison sourire et jouer normalement a aidé à apaiser une partie de la douleur dans mon cœur. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une source inattendue, Catherine Reynolds, la vice-présidente de la fondation de Barbara. Et Kimberly, j'ai reçu ton email, commença-t-elle prudemment. Je veux que tu saches que le conseil prend ces sujets très au sérieux. Les valeurs familiales sont essentielles à notre mission, et cela inclut traiter tous les enfants avec dignité et respect. J'apprécie, répondis-je en sortant pour que Madison n'entende pas. Plusieurs membres du conseil ont exprimé des préoccupations. Barbara a été difficile récemment, même avant cet incident. Nous nous réunirons demain pour discuter de la situation. 2 jours après Noël, les conséquences de mes actions commencèrent à se matérialiser. Thomas appela, la voix éteinte. On a demandé à ta mère de démissionner du conseil de la fondation, dit-il sans détour. Léo Country Club, on parle de revoir son adhésion. Je suis désolé si c'est dur pour toi, papa, dis-je sans réelle sympathie. Non, tu ne comprends pas. Je n'appelle pas pour me plaindre. Il prit une grande inspiration. J'appelle pour te dire que tu avais raison. Ce que Barbara a fait est impardonnable. Ce que j'ai fait ou pas fait elle est aussi. C'est un peu tard pour cette révélation, papa. Je sais. Sa voix se brisa. J'ai passé tout notre mariage à excuser son comportement, à rester en retrait pendant qu'elle blessait les gens y compris toi, surtout toi. Mais quand j'ai vu le visage de Madison lorsque Barbara l'a rejeté, quelque chose s'est brisé en moi. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? J'ai dit à Barbara ce matin que si elle ne cherche pas de l'aide, je demanderai le divorce. 42 ans de mariage, et j'ai enfin trouvé ma colonne vertébrale, lâcha-t-il avec un rire creux. Trop tard pour réparer les dégâts, je sais. Je restai stupéfaite, silencieuse un moment.
Thomas avait toujours été le grand pacificateur, sacrifiant la vérité et la justice sur l'autel de l'approbation de Barbara. Je ne sais pas quoi dire, papa. Mais tu n'as rien besoin de dire. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai mal fait et que j'essaie de le corriger. Il fit une pause. J'aimerais même voir Madison un jour, si tu me le permets. Entièrement selon tes conditions. Je veux lui donner la boîte de leurre de pêche que j'ai faite pour elle. Tu lui as fait une boîte de leurre de pêche, demandai-je, confuse. Quand elle m'a dit qu'elle en faisait une pour moi, j'ai pensé qu'on pourrait avoir des boîtes assorties. J'y travaille depuis des semaines. Sa voix se brisa à nouveau. C'est une enfant merveilleuse, Kimberly. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Je vais y réfléchir, dis-je, pas prête à faire de promesses. Mais ce devrait être seulement toi. Pas Barbara. Et seulement si Madison le veut. Je comprends parfaitement. Après avoir raccroché, je consultai mes messages et trouvai encore plus de conséquences. Amanda avait envoyé un long message défensif, tentant de se distancier des actions de Barbara. Plusieurs amis de mes parents avaient exprimé leur émotion et leur soutien. Et Barbara avait envoyé un seul SMS ce matin-là. Tu as tout détruit. Tu es satisfaite maintenant? Ma réponse fut brève et définitive. Tu ferais mieux de commencer à prier. Je la laissai interpréter cela comme elle voulait. Prier pour le pardon. Prier pour que je ne partage pas l'enregistrement plus largement. Prier pour, d'une manière ou d'une autre, sauver sa réputation. L'ambiguïté était intentionnelle. Dans les semaines suivantes, les conséquences continuèrent de s'amplifier. La position sociale soigneusement construite de Barbara s'effondra à mesure que l'histoire se répandait dans sa communauté. Thomas partit temporairement, logeant chez son frère pendant qu'il réfléchissait à la suite. Les tentatives d'Amanda pour défendre Barbara se retournèrent contre elle quand plusieurs témoins du dîner de Noël contredirent sa version des faits, y compris, de façon surprenante, sa propre fille Charlotte, qui semblait avoir développé une conscience. À travers tout cela, je restai concentré sur Madison. Nous passâmes le reste de ses vacances d'hiver à faire tout ce qu'elle aimait. Des visites de musées, des marathons de films, des projets artistiques et des après-midi avec ses amis. J'organisais aussi pour elle des séances avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, voulant m'assurer que l'incident ne laisserait pas de cicatrices émotionnelles durables. Je ne fais vraiment pas partie de la famille, demanda Madison un soir alors que je l'abordais. Tu es ma famille, répondis-je fermement. La personne la plus importante de mon monde. Et nous avons Yasmine, tes amis de l'école, et toutes les personnes qui t'aiment vraiment. C'est ça, une vraie famille, ma chérie. L'amour, pas le sang. Elle hocha la tête pensivement. Mamie ne sait pas aimer, hein? De la bouche d'un enfant. Non, ma chérie, elle ne sait pas. Et c'est très triste pour elle. Quand janvier céda la place à février, je reçus un dernier appel de Thomas. Il m'expliqua qu'il avait commencé une thérapie de couple avec Barbara, sur son insistance. On lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique, ce qui ne surprenait personne, mais expliquait beaucoup. Ce n'était pas une excuse, mais un contexte. Là elle veut s'excuser auprès de Madison, dit Thomas prudemment. Ça n'arrivera pas, répondis-je immédiatement. Madison n'est pas un outil pour la rédemption de Barbara. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que l'option est là si jamais tu changes d'avis. Je ne le ferai pas, du moins pas dans un avenir proche. Certaines blessures sont trop profondes, certaines trahisons trop fondamentales. Barbara avait montré son vrai visage ce jour de Noël et je ne risquerai plus jamais le bien-être émotionnel de Madison pour la mince chance que ma mère puisse changer. L'enregistrement resta sur mon téléphone, non partagé au-delà de mon cercle immédiat, mais comme un rappel puissant des raisons de mes choix. Il ne s'agissait pas de vengeance ni de punition, mais de protection. Parce que quand on est mère, c'est ce qui compte le plus, protéger son enfant. Même contre sa propre famille. Même au prix d'un grand sacrifice personnel. Au final, Barbara avait appris à la dure ce qui se passe quand on franchit cette limite. Tu ferais mieux de commencer à prier, pour de vrai. 6 mois après ce jour de Noël fatidique, Madison et moi étions assises sur la balançoire de notre porche arrière, profitant d'un après-midi d'été chaleureux. Tant de choses avaient changé en un demi-an. La douleur immédiate du rejet de Barbara s'était estompée, même si je savais que le souvenir resterait toujours avec Madison. Les enfants sont résilients, mais ils n'oublient pas. Maman,
dit Madison en posant sa tête sur mon épaule. Tu crois que papy viendra pêcher avec nous le week-end prochain? Thomas avait lentement regagné sa place dans nos vies. À la différence de Barbara, il avait montré un vrai remords et avait fait des efforts constants pour reconstruire sa relation avec Madison. Notre première rencontre avait été maladroite, dans un café neutre, avec moi présente tout du long. Il avait apporté la boîte de leur fête à la main, finement sculptée au nom de Madison et décorée de délicates truites peintes, assorties à celles qu'elle lui avait fabriquées. « J'ai fait ça pour toi avant Noël », avait-il expliqué, la voix rauque d'émotion. « Je veux que tu saches que je t'aime beaucoup, Madison. Je t'ai gravement laissé tomber et je suis tellement désolé. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Madison l'avait étudié attentivement, avec cette sagesse que les enfants possèdent parfois. « Tu t'es opposé à mamie comme maman l'a fait. » Thomas avait hoché la tête, les yeux humides. « Je l'ai fait trop tard, mais je l'ai fait. Je lui ai dit qu'elle avait tort et que ce qu'elle t'a fait était impardonnable. J'essaie d'être plus courageux maintenant. » Cette simple honnêteté avait été le premier pas d'une réconciliation prudente. Depuis, Thomas nous rendait visite un week-end sur deux, emmenant Madison à la pêche ou dans des musées, rattrapant le temps et le courage perdu. « Oui, je crois que papy serait ravi d'aller pêcher avec nous, répondis-je à la question de Madison. On peut l'appeler demain pour faire des plans. Barbara, elle, restait fermement hors de nos vies. Elle avait envoyé des excuses formelles par écrit à Madison et à moi, manifestement rédigées avec l'aide de sa thérapeute. Les mots étaient corrects, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Peut-être l'humilité qui vient avec un vrai remords. Ou peut-être simplement que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Professionnellement, j'avais prospéré après le désastre de Noël. La fusion de Johnson Industries avait été approuvée, en grande partie grâce à mon travail d'urgence ce jour-là, et Alexandra m'avait recommandé pour une association anticipée. Le cabinet valorisait mon engagement et mes compétences, mais respectait aussi mes limites fermes concernant le temps en famille. J'étais devenu plus affirmé dans la protection de mon temps avec Madison, n'étant plus prête à sacrifier notre relation sur l'autel de l'avancement professionnel. La docteure Wilson dit que je vais très bien, commenta Madison, parlant de sa thérapeute. Elle dit que j'ai des attaches saines et de bonnes capacités à gérer mes émotions. Je souris à son usage du vocabulaire thérapeutique. C'est merveilleux, ma chérie. Comment te sens-tu à propos de tout ce qui s'est passé? Madison réfléchit sérieusement à la question. Je me sens encore triste parfois quand je pense à ce que mamie a dit, mais je sais que ça ne me concernait pas. C'était ses problèmes à elle. Et maintenant, j'ai toi, papy, Yasmine et tous mes amis. Elle me regarda. La docteure Wilson dit que parfois on peut choisir sa famille, les personnes qui nous aiment vraiment. La docteure Wilson est très sage, répondis-je en la serrant fort dans mes bras. Notre famille choisie s'était renforcée à travers l'adversité. Yasmine restait notre pilier, sa maison, notre refuge pendant ces premiers jours difficiles. Mes collègues au travail avaient montré un soutien inattendu, Alexandra devenant une mentor et une amie. Et même Thomas, dans son nouvel état indépendant, évoluait vers la figure paternelle qu'il n'avait jamais vraiment été pour moi et vers le grand-père que Madison méritait. La vie de Barbara avait pris une trajectoire différente. Sa position sociale ne s'était jamais complètement remise de l'incident de Noël et de ses conséquences. Le conseil de la fondation lui avait demandé de démissionner définitivement, en citant la nécessité d'une direction qui incarne vraiment les valeurs familiales. Plusieurs amis de longue date s'étaient éloignés, mal à l'aise face à la révélation de sa vraie nature. Thomas avait finalement décidé de ne pas divorcer, mais leur relation avait changé de façon fondamentale. Il n'était plus le facilitateur silencieux de ses pires impulsions. Amanda aussi avait dû faire face aux conséquences de son rôle dans le désastre de Noël. Sa fille Charlotte, entrant dans l'adolescence avec un courage moral inattendu, avait commencé à questionner les valeurs de sa mère. La façade soigneusement construite de la famille parfaite montrait des fissures qu'aucune quantité de manœuvres sociales ne pouvait réparer. En ce qui concerne Madison et moi, nous étions sortis plus fortes de cette expérience. La douleur avait été réelle et profonde, mais la guérison aussi. Madison avait appris très tôt une leçon que beaucoup d'adultes ne comprennent jamais, que la vraie famille est définie par l'amour, pas par le sang, et que le respect de soi mérite qu'on se batte pour lui. « Tu sais à quoi je pense parfois » dit Madison, rompant le silence confortable. « À quoi, ma chérie ? Je pense à la façon dont tu m'as défendu. Comment tu n'as pas laissé grand-mère s'en tirer en étant méchante. » Elle traçait des motifs sur mon bras avec son doigt.
Ça me fait me sentir en sécurité de savoir que tu me protégeras toujours. Un nœud s'est formé dans ma gorge sous l'émotion. Toujours et pour toujours, Madison. C'est ça le vrai amour. Nous nous sommes assis ensemble alors que les lucioles commençaient à apparaître dans le crépuscule. Deux survivantes qui avaient créé leur propre définition de la famille. Le voyage n'avait pas été facile, mais il avait été nécessaire. Parfois, les limites les plus difficiles à poser sont avec ceux qui devraient nous aimer le plus, mais ces limites sont souvent les plus importantes. Les paroles cruelles de Barbara ce jour de Noël avaient eu pour but d'exclure, de diminuer, de contrôler. À la place, elle nous avait libérés. Libres des attentes toxiques, libres de l'amour conditionnel, libres de créer la famille que nous méritions vraiment. En essayant de rejeter Madison, Barbara ne s'était en réalité rejetée qu'elle-même de nos vies, une conséquence de sa propre création. Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel d'été, je réfléchissais à la plus grande leçon de notre épreuve, que l'amour ne doit jamais venir avec des conditions, que la famille, c'est ceux qui sont à tes côtés dans la tempête. Et que parfois le plus grand cadeau qu'on puisse s'offrir est le courage de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas nous aimer comme nous le méritons. Maman, la voix de Madison sonnait endormie contre mon épaule. Oui, ma chérie. Je suis contente que nous soyons une famille, juste nous. Moi aussi, Madison. Moi aussi. As-tu déjà dû prendre la décision difficile de t'éloigner de membres toxiques de la famille pour protéger quelqu'un que tu aimes? Je sais que ce chemin n'est pas facile et que l'histoire de chaque personne est différente. Si cela t'a parlé, partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ton expérience pourrait aider une autre personne qui lutte avec des défis familiaux similaires. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo si elle a touché ton cœur et de t'abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver la force dans les moments les plus difficiles de la vie. Merci de faire partie de notre communauté de survivants qui comprennent que parfois la famille que nous choisissons est plus forte que celle dans laquelle nous sommes nés.